Bonjour à tous. Nous allons démarrer ce webinaire. Donc, vous avez été nombreux à nous demander de réaliser un webinaire sur la gestion des identités et des accès. Aujourd'hui, nous répondons présent et nous vous proposons donc une réponse sur le choix d'une bonne stratégie de gestion et des identités, une bonne stratégie de gestion des identités et des accès, ou en anglais donc IAM pour Identity Access Management. Alors, la gestion des identités et des accès est un sujet qui existe depuis la nuit des temps. Il est devenu à la mode ces dernières années avec la multiplication des environnements cloud et hybrides, que ce soit sur de l'Active Directory on-premise, de l'Azure Active Directory, Amazon Web Services ou d'autres services de ce type. C'est un sujet qui revient tout le temps car il s'agit donc de gérer les habilitations des utilisateurs sur des systèmes d'information et ainsi de définir ce à quoi accèdent les utilisateurs. Donc aujourd'hui, nous allons vous proposer un modèle de gestion des identités et des accès sur les environnements hybrides tels que Active Directory on-premise, donc sur site, et Azure Active Directory. Alors, un petit rappel pour démarrer. Par défaut, votre micro est en position muet, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure, hein. Nous verrons cela à la fin et si toutefois nous manquons de temps, un consultant reprendra contact avec vous pour y répondre. Alors, l'agenda du jour. Donc, tout d'abord, nous verrons l'état actuel des systèmes d'information dans la plupart des entreprises, plus précisément comment les solutions cloud sont utilisées. Nous verrons ensuite comment cela se caractérise, de quelle manière ces environnements vous affectent en tant que service informatique, en tant que société. Dans un troisième temps, nous aborderons donc les incidences sur la sécurité d'une stratégie de la gestion des identités et des accès incorrects. Nous verrons ensuite les principaux défis de la gestion des identités et des accès dans les organisations hybrides. Donc par là, on entend les sociétés qui utilisent une combinaison d'applications on-premise sur site et d'applications d'un cloud. Et puis en dernière partie, donc, nous verrons une approche étape par étape pour une gestion des identités des accès efficaces dans AD et Azure AD. Alors, on va commencer par un petit préambule. Pourquoi la gestion de l'identité des accès est si vitale pour les entreprises? Pourquoi les experts en sécurité recommandent d'avoir une forte stratégie de l'accès et de l'identité? En petite définition de ce qu'est la gestion des identités des accès. Donc, c'est une solution d'entreprise qui va définir ce à quoi les utilisateurs ont accès, ce qu'ils ont comme droit, les différents rôles, les différentes permissions qui leur sont accordées ou refusées. Donc, comme on le comprend, une partie de la sécurité informatique de l'entreprise va reposer sur cette gestion des identités et des accès. Donc, l'efficacité d'une stratégie IAM pourrait se résumer à trois questions vitales qui vont nous donner trois axes majeurs pour choisir la meilleure stratégie de gestion des identités et des accès à adopter. Donc, ces trois questions sont les suivantes. Première question, les bons utilisateurs ont-ils accès aux bonnes ressources? Donc là, le premier axe de travail par rapport à cette question va nous permettre de comprendre en quoi consiste l'environnement informatique de la société, afin d'obtenir une meilleure visibilité, gagner en visibilité sur l'infrastructure. Deuxième question, les systèmes en place sont-ils suffisants pour gérer les accès efficacement? Donc là, l'axe qui va se dégager de cette question, ça va être de définir une gestion efficace dans l'environnement. Et pour ce faire, on va voir qu'il va falloir centraliser donc les actions. Troisième question, que font les utilisateurs avec les accès qui leur sont accordés? Donc là, cette question va nous permettre, comme troisième axe de travail, d'étudier ce qu'ils font, d'auditer, de renforcer donc la sécurité grâce à un audit de l'environnement. Donc, comme on comprend, la gestion des identités des accès n'est plus un simple projet de sécurité. Il s'agit principalement de protéger les informations, les données et savoir ce qu'il se passe au sein de votre organisation. Alors, on poursuit. Donc, si on regarde de plus près l'état actuel des systèmes d'information dans la plupart des entreprises, nous constatons que les sociétés utilisent de plus en plus de solutions de type cloud.
À noter que ces sociétés, majoritairement, recherchent plus des solutions de type cloud public que privé. Le graphique l'illustre parfaitement. Donc, comme on peut le voir à l'écran, Amazon Web Services est leader donc sur le marché. Mais derrière, on voit que Azure AD eh bien, le rattrape progressivement et est de plus expérimenté, de plus en plus expérimenté. Donc, on peut supposer que dans un futur assez proche, Azure AD soit et devient le leader. Bon, ça reste, voilà, ça reste de la supposition, mais en tout cas, d'après cette étude de cette année, qui date de cette année, on peut le supposer. Sur le graphique de droite, on constate que ce n'est plus comme avant. C'est-à-dire qu'on peut voir que les données ou la charge de travail ne se trouve plus uniquement sur l'infrastructure on-premise, mais à présent, elle se trouve également donc dans le cloud. Donc sur Active Directory on-premise, comme on le dit, ou sur Azure AD par exemple. Donc toujours selon cette étude, on peut voir qu'une partie eh bien, de cette charge de travail, de ces données, représente environ 43% et donc se trouve on-premise, sur site, et l'autre partie, 48%, où les données, la charge de travail se trouve déjà dans le cloud. Donc quant aux 9% restants, a priori, donc elles seront dans le cloud d'ici les 12 prochains mois, ce qui signifie que probablement près de 60% des données seront dans le cloud d'ici la fin de l'année. Alors, ces infrastructures de type cloud hybride, comment vous affectent-elles en tant qu'entreprise, en tant que service informatique? Eh bien, on constate sur le schéma à l'écran que les données et les applications se trouvent à la fois dans un environnement sur site, mais qu'un bon nombre d'applications se trouvent également dans le cloud. Donc, pour que ces applications soient utilisées, eh bien, il va falloir donner des accès, des permissions aux utilisateurs et également vérifier un certain nombre de points de sécurité. Et c'est là, je dirais, que la difficulté commence. La définition des identités et des accès se joue à la fois donc, sur site, sur les données on-premise, mais également dans le cloud. Donc, un certain nombre de questions, de problématiques vont en découdre. Car il va falloir gérer les accès sur plusieurs niveaux. Il va falloir prendre en considération le fait qu'il y a plusieurs équipements qui accèdent à ces applications cloud. Et puis, un autre point aussi qui est assez important, c'est comment rendre l'administration simple et efficace de toutes ces applications qui se trouvent à la fois sur site et à la fois dans le cloud. Donc, la gestion des identités et des accès devient doucement, certes, mais sûrement de plus en plus compliquée. Et l'enjeu de renforcer la sécurité dans ce contexte, eh bien, le devient également. Alors, quelles sont les incidences sur la sécurité d'une mauvaise gestion des identités des accès? Donc, tout d'abord, une bonne gestion des identités des accès implique qu'il doit y avoir une politique de sécurité globale pour votre organisation. Les utilisateurs doivent s'authentifier de manière sécurisée. Les privilèges d'autorisation qu'on accorde ou que l'on refuse aux utilisateurs sur les différents objets de votre environnement doivent rentrer dans des limites de sécurité bien définies. Donc là, on va illustrer cela avec eh bien, le cycle de vie typique d'un utilisateur dans une entreprise. Voilà. Donc supposons le scénario suivant. Vous travaillez au service informatique, vous recevez une demande des ressources humaines pour intégrer ce nouvel utilisateur. Vous allez donc réaliser les actions nécessaires de manière à ce que tout soit prêt pour son arrivée, qu'il ait les bons droits, les bonnes permissions, les bons accès aux ressources dès le départ. Donc voilà, donc ça, première étape, à l'arrivée de l'utilisateur. Maintenant, l'utilisateur, au cours de sa carrière, eh bien, il va pouvoir évoluer. Donc, qui dit une évolution, les permissions qui lui sont accordées au départ vont également évoluer en ce sens. Donc cela va nécessiter probablement un bon nombre de changements au niveau des autorisations afin qu'il puisse accéder aux différentes ressources. Voilà, donc là c'est au milieu de vie donc d'un utilisateur dans le cycle, enfin c'est le milieu voilà donc de vie dans ce cycle de l'utilisateur. Et la dernière étape du cycle d'un utilisateur, eh bien, c'est le jour où il quittera la société. Ces accès, ces permissions vont devoir être révoqués et supprimés. Donc là, vous voyez, en quelques mots, on a un cycle de vie typique d'un utilisateur au sein d'une société.
Et c'est précisément là, du début à la fin de ce cycle, que des erreurs peuvent être commises. Par exemple, que se passera-t-il si l'utilisateur se voit attribuer plus de permissions que nécessaire? Quel impact pour la sécurité des données tout au long du cycle de vie de cet utilisateur au sein de la société? La réponse est simple, hein, l'utilisateur pourra accéder à des informations sensibles, il pourrait y avoir des fuites de données volontaires ou non. La sécurité, dès le départ, est compromise. On peut se poser d'autres questions, deux, trois autres questions. Que se passera-t-il si, lors de l'évolution de l'utilisateur, lorsqu'il va évoluer au sein de la société, les changements de permission ne sont pas documentés ou même autorisés? Eh bien là, c'est l'équipe en charge de l'informatique et plus précisément de la sécurité qui va en pâtir. Aucun membre de ces équipes n'aura cette information sur ce changement de permission. Et puis, si ces modifications n'ont pas été clairement autorisées, eh bien, l'utilisateur disposera alors d'un niveau de privilège supérieur à ce qu'il avait déjà. Voilà, donc pareil, hein, donc on peut continuer sur ce type de questions, hein, sur les incidences que peut avoir donc, une mauvaise gestion des identités des accès. Hein. On peut se demander si que se passera-t-il également si cet utilisateur, si l'activité de cet utilisateur n'est pas supervisée depuis le début jusqu'à la fin. Que peut-il faire avec les permissions supplémentaires qui lui ont été accordées? Bien, c'est pareil. S'il n'y a pas d'analyse ou de supervision de son activité, eh bien l'erreur de permission commise au départ ne sera pas repérée. L'utilisateur continuera d'accéder à des informations sensibles. Et si cet utilisateur se fait pirater, alors ces données seront récupérées et profiteront à mauvais escient, donc à des tiers. Et puis bon, la dernière question sur le cycle de vie d'un utilisateur, que se passera-t-il si cet utilisateur disposant d'un certain nombre de permissions n'a pas été supprimé après son départ? À quelle faille l'entreprise s'expose-t-elle en termes de sécurité? Eh bien, une fois de plus, on s'expose potentiellement à une fuite de données, un accès sur des données sensibles et pareil, hein, si les informations d'authentification de cet utilisateur venaient à tomber entre de mauvaises mains, eh bien la sécurité serait de nouveau compromise. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, pour vous dire que à chaque étape, par exemple, de la vie d'un utilisateur au sein de la société, il est important, eh bien, comment dirais-je, il est important de s'assurer que la sécurité, que les permissions soient bien accordées dès le départ, et donc de cette façon, on pourra garantir et éviter que la société donc s'expose à des problèmes de sécurité. Donc, ces problématiques de sécurité s'accroissent avec le développement donc, des infrastructures hybrides et des applications cloud. Il faut également trouver le bon équilibre entre la sécurité informatique et la productivité de l'utilisateur. C'est pourquoi un modèle de gestion donc, de l'identité des accès doit être fort, bien défini et surtout nuancé. Ne pas oublier que si un utilisateur est trop dérangé par les protocoles de sécurité mis en place, alors ça devient quelque part une faille de sécurité et un manque de productivité s'en fera ressentir, ce qui n'est vraiment pas le but. Alors, les principaux donc, défis de la gestion des identités et des accès dans les organisations hybrides, eh bien, tout d'abord, c'est la difficulté donc la difficulté de gestion au niveau des multiples identités. Je m'explique. Pour un utilisateur, on peut gérer son identité à la fois sur l'infrastructure sur site, sur Active Directory, on peut la gérer sur Azure AD. L'utilisateur peut avoir une autre identité et pareil si s'il y a d'autres applications cloud qui sont utilisées. L'inconvénient ici, c'est que la plupart de ces ressources sont dans un environnement hybride et qu'elles sont cloisonnées. Alors, pourquoi elles sont cloisonnées? Eh bien, tout simplement, c'est que si on prend l'exemple d'Active Directory, eh bien, Active Directory dispose de son propre ensemble de composants pour gérer l'administration et la surveillance. Et si on prend un autre exemple, Azure AD dispose également de ses propres composants, interface web et PowerShell. Ce qui fait que chacun fonctionne de son côté et sont finalement cloisonnés. Il n'y a pas de centralisation. Donc, ce qui va nous emmener donc, au point suivant, c'est la diversification des processus. Donc, par exemple, si on provisionne un compte utilisateur sur Active Directory ou sur une application type cloud, Azure AD ou O365, eh bien, je vais devoir jongler entre plusieurs règles pour définir les droits et également travailler sur plusieurs consoles. Maintenant, supposons que je dois provisionner 100 comptes utilisateurs. Imaginez le nombre de fois où je vais devoir basculer entre les différents outils
pour répéter le processus encore et encore, juste pour réaliser une simple tâche, de provisionnement de compte. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les deux premiers points, les deux principaux défis auxquels les organisations hybrides font face. La troisième, eh bien, reste toujours dans cette même logique, hein. On a plusieurs applications on-premise et plusieurs applications dans le cloud. Donc, il y aura probablement différentes politiques d'authentification, d'attribution de permissions et des règles d'administration différentes. Voilà, donc pour chacune d'entre elles. Autre point, c'est aussi, depuis quelques années, eh bien, on voit dans les entreprises qu'il y a une explosion des équipements mobiles. Avant, les utilisateurs avaient une machine, travaillaient dessus, ok. Maintenant, les utilisateurs disposent de tablettes, de smartphones, d'ordinateurs portables, et l'absence d'un modèle centralisé pour la gestion des identités et des accès, pour Azure Active Directory et Active Directory, eh bien, rend le processus très complexe, puisqu'il faut basculer entre plusieurs outils, hein, comme je l'ai dit à l'instant. Il n'y a pas un endroit central où il est possible de gérer directement cet ensemble. L'autre point qui va suivre, eh bien, c'est la gestion des mots de passe, quelque chose aussi de très critique. Voilà, donc on va avoir des niveaux de sécurité de mots de passe différents pour chaque type d'application, qu'elle soit sur site ou dans le cloud. Par conséquent, on aura un certain niveau de sécurité de mots de passe on-premise, on en aura un autre pour Azure AD, et puis si on utilise d'autres applications de type Salesforce, eh bien là encore, on aura un autre niveau, et ainsi de suite. Donc, ce qui nous amène au dernier point, vu que vos utilisateurs, vos autorisations, vos ressources sont étendues à travers une infrastructure hybride, eh bien, il devient compliqué de déterminer qui accède à quoi. Et nous manquons donc dès lors de visibilité. Alors, par où commencer? Donc, la raison pour laquelle nous avons choisi AD et Azure AD, c'est qu'ils vont de pair, hein. Donc, là, je suppose que la plupart d'entre vous utilisent Active Directory et Azure AD est de plus en plus utilisé pour des raisons techniques et des évolutions des systèmes. Alors, lorsqu'on souhaite implémenter une solution donc, de gestion des identités et des accès, la question qui vient généralement en premier est de savoir par où commencer et comment devra s'organiser le processus. On l'a vu précédemment au début de ce webinaire, la charge de travail et les données à présent dans une grande majorité des entreprises se situent de façon équivalente entre l'environnement on-premise, donc sur site, et l'environnement cloud. Il faut donc que les priorités soient égales entre les deux. Donc, pour vous proposer une solution efficace, nous allons donc employer une approche en 3 étapes, basée sur les 3 axes majeurs que nous avons cités au départ. Alors, premièrement, la question, hein, première étape, la question, hein, si on se rappelle bien, c'est est-ce que les bons utilisateurs accèdent aux bonnes ressources? Donc, pour répondre à cette question, eh bien, c'est plutôt simple puisqu'il va s'agir de gagner, il s'agit de gagner en visibilité sur le système d'information. En effet, si on ne sait pas ce qui se passe sur l'infrastructure, si nous ne comprenons pas à quoi elle correspond, comment pourrions-nous sécuriser les accès aux ressources? Alors, pour cette première partie, on va d'abord travailler sur la partie sur site, on-premise, et on abordera donc la partie cloud dans un second temps. Alors, sur la partie sur site, on-premise, les endroits où les permissions sont définies, où on va autoriser ou non des accès sur Active Directory, eh bien, c'est affiché à l'écran, les objets sont affichés à l'écran. Ce sont les valeurs des différents objets ou des attributs d'objets, les appartenances de groupe d'un utilisateur, d'un groupe de sécurité, qui vont donner les permissions d'accès aux ressources. Mais on va également retrouver le statut des mots de passe, hein. Il s'agit aussi de savoir s'ils expirent, s'ils expirent pas, visualiser les comptes actifs, les comptes inactifs, de manière à voir ceux qui se connectent et à quel moment, mais aussi ceux qui ne se connectent plus. Les machines sur lesquelles les utilisateurs sont autorisés à se connecter. Donc ici, l'audit et la supervision donc des attributs et des propriétés des objets de sécurité est vraiment, je dirais, la priorité sur votre environnement on-premise, car ce sont eux qui vont donner les privilèges et les accès en fonction de l'identité donc des utilisateurs. Ensuite, sur un environnement on-premise, ça va être important aussi de surveiller les applications. On va prendre par exemple Exchange, qui reste encore souvent utilisé. Eh bien, les questions qu'on va se poser, c'est
Quels sont les utilisateurs qui ont des boîtes aux lettres? Que font-ils avec? Qui a des rôles d'administration sur Exchange? Donc là, le point important, eh bien, est de vérifier à quels objets de l'application les utilisateurs accèdent, ce qu'ils vont en faire, et voir également les permissions, les utilisateurs qui ont des permissions plus élevées, des permissions d'administration. Et le dernier point, mais pas des moindres, est de vérifier les données. Où sont stockées vos données? Qui y accède? Quels sont les droits positionnés? Sont-ils définis de façon explicite? Voilà, donc toutes ces questions eh bien, vont être nécessaires pour travailler, pour gagner en visibilité sur vos applications, sur votre infrastructure on-premise. Donc, si on doit commencer eh bien, par quelque chose, eh bien, c'est par ce point-là. Il faut surveiller ces points-là. Maintenant, la question est de savoir comment faire avec les outils natifs. Alors, euh, avec Active Directory, eh bien, si je dois faire une recherche, donc ce que je vais faire, c'est que je vais switcher sur ma plateforme de démonstration. Hop, je me connecte dessus et je vais lancer l'affichage. Tac. Hop, application. Voilà. Donc, sur Active Directory, eh bien, si je dois faire une recherche sur les appartenances de groupe d'un utilisateur, et ensuite de remonter les appartenances de groupe entre eux, eh bien, il va falloir que je me connecte à mon contrôleur de domaine, que je lance la console, que je lance la console utilisateur et ordinateur Active Directory, et que je regarde à quel groupe appartient donc l'utilisateur. Donc faire un clic droit, propriété, et regarder ici membre de. Voilà. Donc là, avec les outils natifs, c'est la façon de faire, tout simplement. Si je souhaite voir également quand est-ce que l'utilisateur a changé son mot de passe, eh bien c'est pareil, il va falloir que je me reconnecte à son profil et que je regarde donc eh bien, dans ses attributs pour voir la dernière fois que le mot de passe a été changé. Donc là, bah, c'est pareil, hein, donc bah, opération manuelle, et puis donc là, je cherche, voilà, donc password last set, le 1er juin 2018, la dernière fois que le mot de passe a été défini. Donc, la problématique qui se pose ici, c'est que je n'ai pas d'interface centralisée. Hein. De même, euh, j'ai pas d'interface centralisée, je dois tout faire manuellement. Donc, supposons qu'à présent, j'ai un domaine dans lequel se trouvent 200 utilisateurs et que je dois vérifier ces informations sur, disons, une centaine d'utilisateurs. Eh bien, avec les outils natifs Windows, je devrais réaliser cette opération 100 fois. Le problème qui va se poser maintenant, c'est que je suis administrateur, j'ai pas le temps de réaliser cela, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres tâches en cours. Bon, l'idée qui va venir naturellement, c'est d'aller chercher un script PowerShell, par exemple sur Google, qui me permettra de le faire. Ah ouais, mais mince, bon, je vais quand même réfléchir, car le problème, c'est que beaucoup de scripts sur Internet sont malveillants. Supposons que je lance un script malveillant, qu'il installe un malware et qu'à chaque ouverture de session d'un utilisateur, le malware s'exécute et envoie le login et le mot de passe du utilisateur à un autre tiers, et bien là, c'est toute la sécurité qui sera compromise. Donc, le but n'est pas de vous faire peur. Le point ici, c'est de dire, voilà, les scripts ne sont pas toujours très sécurisants, ils font ce qu'ils disent, mais factuellement, ils peuvent effectuer des changements inattendus sur votre environnement ou dans certains cas, installer les malwares. L'autre point est que les outils natifs eh bien, sont répétitifs et lourds. Il n'y a pas moyen de gagner en visibilité. Donc c'est pareil, hein, si je dois rechercher, donc tout à l'heure on avait pris l'exemple eh bien, d'Exchange, si je dois rechercher des informations sur une boîte aux lettres, eh bien, je vais devoir me connecter sur l'interface web et rechercher, eh bien, me connecter, aller voir sur la boîte aux lettres d'utilisateur pour récupérer les informations désirées. Et pareil sur la donnée, hein, si je dois vérifier les permissions sur un partage, eh bien, nativement, je ne vais pas avoir beaucoup de solutions. Il va falloir que je me connecte sur le partage, que je regarde dans les propriétés et je puisse voir donc les sécurités qui sont appliquées donc aux différents partages, aux différents dossiers. Donc, comme on vient le voir, ces tâches d'administration pour gérer les identités et les accès sont plutôt lourdes, répétitives, et malheureusement, c'est le quotidien des donc des administrateurs qui n'ont pas eh bien, de solutions pour les aider donc au travers de ces tâches. Alors, nous, pour répondre à ce besoin-là,
On a choisi donc une solution qui s'appelle Manage Engine AD360. Donc AD360 est une solution logicielle qui va répondre à plusieurs besoins. Comme on peut le voir à l'écran, alors attendez, hop, il m'a déconnecté, donc juste un petit instant, les aléas du direct. Comme on peut le voir à l'écran, le AD360 est une suite de logiciels, de modules qui vont répondre à différents besoins. AD360 étant le chapeau, eh bien, on va retrouver donc un module à gauche qui s'appelle AD Manager Plus, qui va nous permettre, de gérer eh bien, tout notre Active Directory, Exchange, serveur de fichiers. On va également avoir AD Audit Plus qui va nous permettre de surveiller l'environnement Active Directory via de l'audit. On va voir AD Self Service qui va nous aider dans la gestion des mots de passe. On a également Exchange Reporter Plus pour la partie Exchange, pour aller un peu plus loin sur la partie Exchange. Et il y a un autre module qui n'est pas présent dans cette interface, mais qu'on peut intégrer, qui s'appelle Office 365 Manager Plus, et qui va nous permettre également donc, de travailler sur Azure AD. Hein, je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, on va venir sur AD Manager Plus, puisque c'est ce qui nous intéresse. Dans un premier temps, ce qu'on peut constater, c'est qu'avec cet outil, avec ce logiciel, eh bien, on a tout au sein d'une seule interface. Et on va retrouver très facilement eh bien, toutes les informations dont on a besoin. Tout est automatisé. Donc, je peux voir très facilement les rapports de connexion. Je peux voir également eh bien, toutes les modifications, appliquer des modifications en masse directement. Voilà, donc je ne suis pas sur le bon anglais, excusez-moi. Donc, euh, on peut voir donc eh bien, tous les utilisateurs inactifs. Donc là, par exemple, si je sélectionne utilisateur inactif, eh bien, il va me remonter donc tous les utilisateurs inactifs. Donc là, on voit très facilement les dernières connexions. Par exemple, si on prend cette utilisatrice Ada Pauline, on voit que l'heure de la dernière connexion eh bien, remonte au 13 janvier à 19h02. Là, l'idée, c'est que, comme j'expliquais à l'instant, on peut faire du travail en masse, on peut faire des modifications en masse, de la suppression. Une fois que le rapport correspond à notre besoin, eh bien, on peut travailler sur chacun des utilisateurs et réaliser plusieurs actions, comme réinitialiser le mot de passe, déverrouiller des utilisateurs, changer des attributs, bref, effectuer toute une liste de modifications depuis cette interface. Donc ça, c'est vraiment quelque chose voilà, donc, qui va permettre, dans un premier temps, ces rapports vont vous permettre dans un premier temps de déterminer l'état de vos utilisateurs, donc là par exemple s'ils sont inactifs, et dans un second temps, appliquer des actions qui vont permettre donc de renforcer la sécurité et voilà, tout simplement. Donc on va retrouver la même chose eh bien, sur la partie fichier. Donc rapport NTFS, voilà, donc c'est accessible au compte. Là, très facilement, je ne vais pas avoir besoin de me naviguer entre les différents dossiers, entre les différents partages pour voir les permissions qui sont positionnées. Je sélectionne mon domaine, je sélectionne le compte qui m'intéresse, les partages où je souhaite effectuer la vérification, le niveau de dossier jusqu'à lequel je souhaite effectuer ma recherche, et puis pour terminer, donc les permissions qui m'intéressent. Et donc là, on peut voir que c'est des permissions de modification. Eh bien, Adrien Hartney, on peut voir qu'il a juste des permissions de modification, pardon, sur le partage SRV file /data2. Voilà. Donc, une fois de plus, on va pouvoir répondre donc très facilement depuis une simple interface, avoir des informations qu'il est parfois compliqué d'obtenir avec les outils natifs. On va également avoir d'autres apports sur les permissions pour savoir eh bien, aussi les autorisations qui sont données en fait, qui sont autorisées sur les comptes. Voilà, donc rechercher des permissions. Là, je pourrais voir très facilement sur mes objets Active Directory qui accèdent à quoi, quelles sont les permissions également qui sont définies. Et vous l'avez peut-être vu, entre deux clics, on a également des rapports pour vous aider à vous mettre en conformité donc avec la norme auquel vous seriez
soumis, tout simplement. Donc depuis cette interface, eh bien, on voit qui accède à quoi très facilement. Alors je vais switcher donc du coup sur le diaporama. Donc maintenant, on va voir sur la partie donc Azure Active Directory. Comment on peut faire cela sur Azure Active Directory? Eh bien, la seule façon pour vous de connaître les autorisations ou l'état de votre environnement sur AD Azure serait d'utiliser le PowerShell. Et là, je vais le redire à nouveau, mais bon, les scripts et surtout les scripts PowerShell sont souvent utilisés lors des cyberattaques. Ils peuvent effectuer des changements non désirés, le code peut être malicieux et potentiellement on peut installer des malwares ou autres ransomware. Donc, si je dois rechercher des attributs spécifiques à la fois sur le cloud et sur l'infrastructure on-premise sur site d'un utilisateur, eh bien, je vais devoir écrire le code ou la requête me permettant donc d'obtenir cette information. Mais une fois de plus, on va avoir la problématique de la disponibilité. Les administrateurs sont souvent très occupés par diverses tâches, donc au fil du temps, c'est pas viable, ce n'est pas possible. De plus, il n'y a pas de possibilité donc de générer de rapports depuis l'interface utilisateur pour voir les permissions, les permissions définies. Alors voilà, comment comprendre l'état d'Azure AD avec les outils natifs? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Eh bien là, ça va être les valeurs d'attributs donc de vos objets Azure Active Directory et plus précisément de vos utilisateurs, hein. Les utilisateurs par exemple qui n'ont pas changé de mot de passe depuis longtemps, les utilisateurs qui font partie de groupes à privilèges, à qui on attribue des rôles, mais également les équipements qui ont été enregistrés dans vos applications AD Azure. Donc les utilisateurs, bien pareil, hein, c'est les autres types d'utilisateurs, ça serait aussi les utilisateurs qui sont synchronisés entre l'AD et Azure AD. Donc il y a beaucoup de points à vérifier en fonction de vos environnements pour gagner en visibilité. Mais AD 360 va vous aider en fait, tout simplement donc dans cette démarche. Donc pour ce faire, ici, on va utiliser, la partie donc Office 365 Manager Plus. Donc, euh, donc ici, elle n'est pas intégrée donc dans le module, mais elle peut l'intégrer. Elle est intégrable dans le module, dans AD 360. Là, vous la voyez directement. Donc, pareil, on retrouve l'accueil avec des informations sur l'utilisation de notre environnement. Et on va retrouver également des rapports où l'on va pouvoir voir les informations sur les utilisateurs. Donc par exemple, les utilisateurs pour lesquels eh bien, le mot de passe n'expire jamais. Voilà. Donc là, si je le lance, ouais, on demande de me réauthentifier, hop. Et bien là, je vais donc voir ces rapports, je vais avoir ces informations. Hop, rapport utilisateur, mot de passe qui n'expire jamais, hop, voilà. Donc ça, voilà, on va avoir cette information. Donc là, on a tous les utilisateurs avec une vue très claire. Voilà, le nom d'utilisateur, où se trouve son bureau, le numéro de téléphone, l'état de la licence, des informations qu'il est parfois difficile d'obtenir directement depuis les interfaces natives, depuis les outils natifs. Donc, on va voir cela. On va également avoir les appareils enregistrés qui vont utiliser donc Azure Active Directory. On va retrouver donc la même chose sur les groupes utilisés au sein d'Azure et également des rapports sur les licences, savoir comment sont attribuées la licence. Voilà, donc ça, c'est des choses généralement qui plaisent aux clients d'avoir une information sur l'état de la licence, ce qu'elle permet de faire, etc., etc. Donc, à cela, Office 365, enfin AD 360, va aller même plus loin, puisque comme vous pouvez le voir à l'écran, on va également avoir des rapports sur d'autres types d'applications. OneDrive, Yammer, Teams, voilà. Donc un bon nombre d'informations, une fois de plus, qu'il n'est pas simple d'avoir nativement. Alors, hop,
je vais re-switcher sur le PowerPoint. Tac. Donc, pour cette première partie, voilà, l'idée, hein, comme on l'a vu, c'est de voir, eh bien, de comprendre l'infrastructure pour mieux comprendre comment elle fonctionne et puis voir comment on peut gagner en visibilité, comment on peut améliorer cette partie. La prochaine étape, hein, donc la deuxième question était de savoir s'il y a des systèmes suffisants pour gérer les accès. Eh bien, pour que ça soit efficace, pour que ce soit suffisant, il va falloir que les actions soient centralisées. Donc là, on va retravailler, on va réaborder donc le sujet, puisque, comme on l'a vu précédemment, la limitation des outils natifs, eh bien, il faut basculer entre plusieurs fenêtres et plusieurs outils pour, pour effectuer une simple tâche. Les outils natifs sont très limités finalement dans leur capacité. Donc si on prend quelques exemples, hein, je reprends l'exemple du provisionnement, si je crée un utilisateur, je vais devoir le faire à plusieurs endroits. Et puis ça va devenir tout de suite plus compliqué lorsque je vais avoir plusieurs utilisateurs à provisionner. De même, pour notre second exemple, si on doit restructurer les permissions sur plusieurs dossiers, eh bien, je vais devoir le faire manuellement. Donc, sélectionner un par un les dossiers racines, appliquer les permissions, les héritages, etc., etc. Donc, ça va rendre, une fois de plus, le travail très fastidieux. Et puis, bon, pour le dernier exemple, hein, si on souhaite déléguer des permissions à un technicien, voilà, sur Active Directory ou sur Azure AD, comment on va pouvoir vérifier, hein, que le technicien interviendra bien sur son périmètre et comment ça serait possible de superviser donc ces accès. Alors, voilà, hein, donc comme on l'a dit, hein, les outils natifs ne sont pas suffisants. Voilà, hein, si je dois déléguer par exemple le contrôle sur AD Office 365, je ne peux pas utiliser l'outil de délégation Windows. Pareil, avec Azure AD Airback, donc Azure Radio Base Access Control, on ne peut pas être utilisé, ne peut pas être utilisé pour déléguer le contrôle sur mon Active Directory on-premise, sur site. Les règles Office 365, pour le dernier exemple, hein, ne peuvent pas être utilisées pour déléguer des contrôles dans l'un des environnements qu'on vient de citer. Donc, chaque outil a ses limites. Par exemple, hein, si je peux déléguer le contrôle sur AD avec l'outil des délégations, est-ce que je vais avoir un outil pour voir les permissions qui ont déjà été déléguées? Ben non, la réponse est d'aller voir directement sur Active Directory, de sélectionner l'onglet de sécurité pour voir les permissions qui ont été données. Hein, pareil, sur Azure AD Airback, si je peux déléguer le contrôle sur des ressources se trouvant sur Azure AD, mais il y a aussi des limitations. Je ne peux pas donner des droits d'accès pour une durée spécifique pour un utilisateur. Je ne peux pas paramétrer, par exemple, une authentification multifacteur lorsque l'utilisateur réalise une tâche administrative ou un job qui serait délégué. Voilà, et puis sur Office 365, hein, c'est pareil, il n'y a pas d'endroit centralisé pour déléguer des permissions. Il va falloir que j'aille sur chaque utilisateur et que je lui attribue un rôle. Aucune interface où on le voit, une fois de plus, les permissions qui ont été déléguées à présent ou par le passé. Alors, avec AD 360, on peut déléguer donc des permissions à la fois dans AD, dans Azure AD, sur Office 365. Hein, les rôles sont granulaires et on peut donner des rôles bien précis depuis une même interface. Donc là, je vais re-switcher à nouveau sur la plateforme de démonstration. Donc, je reviens ici. Donc là, au niveau de la délégation, donc les rôles, hein, les permissions, on peut voir que c'est quelque chose donc, qui est très granulaire. On peut déléguer des permissions pour créer du utilisateur, modifier des ordinateurs, des groupes, des contacts, des OU, des serveurs de fichiers. On peut être vraiment très très granulaire, hein, comme je viens de le dire. Et au niveau de la délégation, ce qui va être plutôt pratique, c'est que depuis une simple interface, eh bien, je peux voir très facilement à qui j'ai attribué des rôles. Donc là, par exemple, je vais prendre cet utilisateur, Bernard Michel. Je vois que c'est quelqu'un qui travaille au service support technique. Eh bien, je peux voir en détail ce qu'il est capable de faire. Et donc, tout ça depuis une simple interface. Si je souhaite également voir les actions qu'il a réalisées, eh bien, je vais cliquer ici, je vais cliquer donc ici, rapport d'audit, et donc là, je vais pouvoir voir les dernières actions qu'il a réalisées. Donc là, on peut voir qu'aujourd'hui, à 14h06, il a réinitialisé le mot de passe du compte utilisateur Perus. Là, on peut voir hier qu'il a
créer un utilisateur Laurent Papou. Voilà, donc on retrouve tout l'historique et on retrouverait l'historique de la même façon pour l'ensemble eh bien, des personnes à qui on attribuerait des rôles d'administration. Et puis, bon, c'est pareil, je pourrais voir aussi hein, donc là les rôles que j'ai attribués, les modifications que j'ai fait en tant qu'administrateur donc de la solution. Donc tout ça pour dire quoi? Ici, on a une interface centralisée depuis laquelle on peut attribuer des rôles, voir les rôles qui ont été attribués avec ce que sont capables de faire eh bien, les administrateurs et également voir les actions qui ont été réalisées. L'autre point aussi, c'est que on va pouvoir également donc eh bien, intégrer facilement des actions de gestion de votre infrastructure voilà, et les automatiser. Donc, par exemple, si vous devez provisionner 100 utilisateurs avec AD360, eh bien, ça serait facile. On se baserait par exemple sur un fichier CSV. AD360 va traiter, oui, le fichier et le compte sera provisionné, les bons droits seront positionnés et les différents objets seront créés en fonction de vos besoins. Donc si c'est sur un serveur Exchange, on va créer la boîte aux lettres, ce genre de choses. Voyez. Donc toujours depuis une seule interface. L'autre point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la possibilité donc de modifier aussi donc les comment ça s'appelle donc les serveurs les serveurs de fichiers, les autorisations que l'on a dessus. Donc là, la structure peut être totalement modifiée au niveau de vos serveurs de fichiers et on peut faire un travail en masse. Voilà, donc on pourrait créer juste une requête, on pourrait créer voilà donc ce type d'action et là on pourrait restructurer l'ensemble de vos permissions sur un partage en sélectionnant voilà donc supprimer toutes les autorisations existantes et appliquer les autorisations qu'on aurait définies au-dessus. Et vous voyez, donc là, au lieu de passer sur, je ne sais pas, plusieurs dizaines eh bien, de partages pour modifier les permissions, je pourrais le faire très facilement depuis cette interface. L'autre point aussi, c'est eh bien, attribuer des permissions dans le temps, tout simplement. Dans le temps, eh bien, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour voilà, donner un privilège de façon temporaire. Supposons que vous donnez je sais pas, voilà, une tâche administrative à faire à un technicien, vous ne souhaitez pas que les permissions perdurent dans le temps, eh bien là, on pourrait très facilement l'ajouter dans un groupe et définir la durée de ces permissions qui lui seront attribuées. Donc 30 minutes, 1 heure, 2 heures, un jour spécifique. Voilà. Et donc ça, c'est des choses, une fois de plus, qu'on ne peut pas faire avec les outils natifs. L'autre point, c'est qu'en plus, cette requête pourrait être soumise à validation et on pourrait, comment dire, faire un process, voilà, une fois de plus, étape par étape pour la modification d'un objet Active Directory. Donc tout ça pourrait être surveillé donc de très près. Le dernier point, comme on l'expliquait, aussi, ça va être donc la gestion des mots de passe. Donc là, on était sur AD Manager, donc qui permet donc de gérer tout ce qui va être objet Active Directory. Là, on va passer sur AD Self Service qui, lui, va permettre donc la gestion des mots de passe. Donc l'idée, ici, ça va être eh bien, tout simplement de créer une stratégie de mot de passe unique, renforcée et totalement paramétrable sur un environnement utilisant des applications on-premise et hybrides. Donc, on pourrait, pareil, hein, combiner cette fonctionnalité, de stratégie de mot de passe avec, eh bien, comment ça s'appelle, du SSO pour vous connecter donc à toutes les applications que vous voyez à l'écran. Voilà. De plus, pour vraiment renforcer cette sécurité, on pourra avoir une authentification multifacteur, voilà, donc une authentification multifacteur pour bien s'assurer que l'utilisateur qui va se connecter à cette interface ou qui va qui va se connecter à cette interface pour faire du SSO derrière, eh bien, soit bien le bon utilisateur. Donc, on pourra avoir des questions, on pourra avoir des vérifications par email, par SMS, avec une authentification Google, Microsoft. Bref, ce sont 14 possibilités d'authentification qui sont présentes
au sein d'AD Self-Service. Donc là, je vais re-switcher de nouveau sur mon PPT. Tac. Hop, ça on l'a vu. Donc, avec une connexion, avec une première connexion sécurisée, avec un bon niveau de complexité de mot de passe, une seconde authentification parmi l'une des 14 que l'on vient de citer, eh bien, l'utilisateur pourra accéder à toutes les applications dont il a besoin, et cela en toute sécurité. Alors, le dernier point, renforcer la sécurité, donc grâce à l'audit. Donc là, l'idée, comme je l'expliquais, ça va être de savoir ce que font les utilisateurs avec les permissions qui leur sont accordées. Alors, pour auditer, eh bien, une fois de plus, Windows, les équipements, enfin, on va avoir des outils natifs, mais ces outils natifs, malheureusement, vont avoir quand même énormément de limitations. Alors, si on les cite, eh bien, tout d'abord, beaucoup de logs sont générés et bon, ça reste lisible, mais c'est pas toujours très clair, très compréhensible. Donc ça va être la première limitation. Deuxième limitation, faible période de conservation des logs. Souvent, entre le moment où se déroule une action et le moment où on détecte l'incident, eh bien, les logs sont supprimés puisqu'il peut y avoir plusieurs jours en fait qui séparent ces deux moments. Voilà. Donc, au niveau de la conservation, par défaut, c'est pas forcément super. L'autre point, eh bien, c'est pareil, il n'y a pas d'audit sur des environnements hybrides depuis une seule interface. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être gênant, des multiplications des interfaces, on l'a assez évoqué, mais bon, ça devient gênant. Capacité de filtrage au niveau des logs, bah, c'est pareil, donc des fois, c'est compliqué de rechercher avec précision un événement qui s'est déroulé. Il n'y a pas non plus de rapport de conformité prédéfini, donc qui pourrait, pareil, vous aider à vous mettre en conformité avec une norme, donc ISO 27001 ou la GDPR, par exemple. L'autre point, l'avant-dernier point, le fait donc qu'il n'y a pas de possibilité de configurer des alertes avec les outils natifs diminue grandement la capacité d'atténuation d'un risque. Voilà, très compliqué de configurer des alertes. Et puis, ce qui nous emmène au dernier point, donc difficulté de configurer des alertes, donc aucune capacité d'atténuation. Alors, maintenant sur Azure AD, voilà, si l'organisation est soumise à une simple attaque par force de brute, et que l'attaquant y a accès et essaie de trouver des données sensibles, que feriez-vous avec les outils natifs? Eh bien là, c'est pareil, on va être plutôt limité, on ne va pas pouvoir avoir beaucoup de solutions. Donc, quelque part, ça représente une fois de plus un risque pour la société. Alors, AD360 voilà, donc peut nous aider, puisqu'en fait, comme j'expliquais, donc on a une partie donc, qui s'appelle AD Audit Plus, que je vais vous présenter donc tout de suite, et qui va nous permettre donc d'avoir un audit complet sur notre environnement et de voir très précisément ce qu'il se passe. Voilà. Donc ici, donc là, c'est AD Audit Plus. Donc là, on retrouve une fois de plus donc l'accueil. On va switcher directement sur les rapports. Donc sur cette solution AD Audit Plus, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle permettrait facilement d'identifier la source de la brèche, d'envoyer des alertes en temps réel, surveiller des applications type sur Azure, avoir plus d'éléments sur l'outil utilisé pour mener l'attaque, identifier le type d'attaque, et puis voir les connexions donc réalisées au sein de ces environnements hybrides. Donc, sur la partie report, je peux voir à la fois donc les connexions qui sont faites, les tentatives de connexion qui sont réalisées. Donc voilà, donc j'ai plusieurs rapports. Logon failure, donc là, on peut identifier les raisons, si on regarde le rapport de plus près, l'adresse IP, la tentative, la raison, donc mauvais mot de passe, le nom de l'hôte, le nom de l'utilisateur, le nom du domaine, le nom du DC, du domaine contrôleur de domaine, le moment à quel l'action s'est passée, puis avoir plus de détails également. Oui, je l'ai pas là. On pourra avoir plus de détails également sur, le type de connexion. Ça a été lancé par un process, ce genre de choses, pardon. On pourra le voir également. On retrouve la même chose sur Azure AD, voilà, tout simplement. Donc des rapports sur les tentatives de connexion pour
voir s'il y a eu des tentatives, mais également voir si comprendre aussi comment les utilisateurs se connectent dessus, tout simplement. On va voir la même chose donc sur des rapports de type file server. On peut également donc tracer les modifications qui sont faites donc sur vos serveurs de fichiers. Et on va même pouvoir aller plus loin, puisque si je souhaite voir, par exemple, tout à l'heure, je parlais des scripts, et bien si on souhaite voir les scripts qui sont lancés, voilà, potentiellement qui ont été bloqués, on a un rapport qui va nous permettre donc de détecter les scripts bloqués ici. Vous voyez, donc cet ensemble de rapports va nous permettre donc de mieux comprendre l'infrastructure on-premise et là donc sur Azure Active Directory, également sur d'autres applications. Sur Azure Active Directory, on peut voir également les applications qui sont utilisées, les types d'équipements qui ont été utilisés récemment, et ce genre de choses. Donc, ça va nous permettre de renforcer la sécurité. Donc ça, c'est le premier point, la partie reporting. Et à cela, on va voir la partie alerting qui va nous permettre très facilement d'identifier s'il y a des choses anormales. Donc, on voit 3 couleurs, critique, trouble, attention. Voilà, donc en fonction du niveau de sévérité donc, de cette alerte. Alors, on pourrait créer des alertes, donc on donnerait un nom, un prénom, un nom, une description. On donnerait également, donc, on définirait la sévérité. On choisirait sur quoi va porter donc notre alerte, si c'est sur de la logon failure, de la modification de groupe de sécurité, ce genre de choses. On pourra choisir le message qui sera envoyé dans la notification, donc avec des variables. Donc là, c'est entièrement personnalisable. On pourra également donc définir des seuils pour déclencher cette alerte. Donc voilà, donc de manière à s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un utilisateur, mais bien d'un process. Par exemple, si je fais une suppression massive de fichiers ou ce genre de choses, eh bien, je pourrais dire voilà, donc pour déclencher l'alerte, il faudrait qu'il y ait 10 événements de ce type qui occurrent dans les 5 minutes. Et donc, à partir de ce moment-là, on va déclencher l'alerte. On peut choisir aussi si c'est sur des heures travaillées ou non. On peut définir les filtres. Donc là, si on fait de la modification de groupe, on pourra dire, bon, bah voilà, ce qui m'intéresse, c'est de voir toutes les modifications qui seraient faites sur le groupe domaine admin, enterprise admin, ce genre de choses. Et puis, au niveau des notifications, on peut recevoir donc un email, un SMS, et la dernière chose, on peut exécuter un script. Donc là, c'est une méthode de rémédiation radicale pour bloquer quelqu'un, pour bloquer donc un utilisateur. Voilà. Donc, grâce à ces outils, grâce à ces étapes, à ces différentes approches, eh bien, je vais être capable très facilement donc d'établir une bonne stratégie efficace pour la gestion de mes identités et de mes accès. Alors, on va faire un petit récapitulatif puisque là, il y a eu quand même beaucoup d'informations qui ont été données au cours de ce webinaire. Donc tout d'abord, on a vu donc l'importance de la gestion des identités des accès sur AD et Azure Active Directory. On a vu ensuite les limitations et les défis de la gestion donc des identités et des accès, les contraintes qu'on peut avoir et puis les principaux défis qu'il faut relever. Et puis donc pour finir, on a vu donc une approche étape par étape pour une gestion efficace des identités et des accès. Donc je le répète, tout d'abord il faut gagner en visibilité. Ensuite, on vous recommande de rationaliser les tâches de gestion dans un environnement, pour les environnements hybrides, de les rationaliser au sein donc d'une même interface. Et ensuite, renforcer votre sécurité, donc auditer votre environnement pour savoir ce qui est fait et voir qu'il n'y a pas eu donc une mauvaise gestion au niveau des accès, au niveau des identités, pour vous éviter donc des problèmes par la suite. Alors, on va passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc, on a beaucoup de questions. Alors, ce webinaire a été très long, donc il va nous rester quelques minutes. Je vais répondre aux premières questions et puis un consultant reprendra contact avec vous pour vous apporter les réponses. Est-il possible de séparer les modules Est-il possible de séparer donc les modules un à un? Donc oui, c'est possible. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question?
Est-ce qu'on peut tester le produit? Donc oui, bien sûr, les produits donc, peuvent être testés. Tac. Est-il possible de vérifier un processus de workflow avec le module AD Manager? Donc oui, c'est possible. On peut le faire. Donc il y a un module de workflow qui nous permet donc de gérer donc tout cela. Et on n'a pas d'autres questions. Ok, bon, bah écoutez, je vais, euh, je vais terminer ce webinaire. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre disponibilité, pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt donc pour un prochain webinaire. Bonne fin de journée à vous.